dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des paiements en Europe que nous abordons avec Paul Charpentier, analyste chez Bryan Garnier et spécialiste du secteur des paiements notamment. Paul, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, paiement enjeu 2024. Avant de parler des enjeux 2024, il faut comprendre ce qui s'est passé quand même ces 2 dernières années, parce que je le disais en introduction de l'émission tout à l'heure, alors vous suivez des valeurs cotées en Europe comme Adyen, Worldline, Nexi en Italie, Edenred bien sûr. C'est pas des valeurs qu'il fallait avoir ces 2 dernières années en portefeuille. Je prends l'exemple d'Adyen, qui à un moment capitalisé peut-être jusqu'à 100 milliards, je crois, Paul, un peu moins, mais on n'était pas loin de la barre des 100 milliards, divisé par plus de 2 en 2 ans. Hein. Le pic de ces valeurs a été atteint en 2021. Worldline, on a encore, j'imagine, tous en tête le crash historique pour une valeur qui était à l'époque encore au sein du CAC 40, moins 59% en séance en octobre dernier après un warning majeur. Nexi a dû finir 23 ou quasiment pareil au plus bas en Italie. Bref, il y a eu un espèce de retour à la réalité très violent pour ces valeurs-là qui étaient perçus comme des fintech, et ce sont des fintech, et qui avaient le statut boursier de la fintech, et qui se sont retrouvés avec des statuts boursiers plus proches de commodités, pour dire les choses, Paul. Absolument. Retour à la réalité, je pense que le mot est même un peu faible. Vous avez bien rappelé les quelques éléments sur la valorisation. On parle de titres pour Adyen, effectivement, qui a perdu 50%, enfin quasiment 60% même de sa valeur. Nexi, c'est plus de 50%. Worldline, c'est même 80%. Tout ça par rapport au pic qu'on a connu à l'été 2021. Donc effectivement, il y a un sacré retour à la réalité. Pour moi, il y a 3 grilles de lecture à avoir pour mieux comprendre la contre-performance de ces valeurs-là sur les mois et les trimestres précédents. Je pense que le premier élément... Alors, il y a un élément de valorisation qui est indéniable, qui est lié notamment à la remontée des taux d'intérêt. On connaît la relation inverse entre la remontée des taux et la baisse des multiples de valorisation. Donc ça, c'est un premier élément. Et je pense que deux autres aspects de la réponse, un deuxième aspect de la réponse, ce serait de regarder un aspect un petit peu conjoncturel. On voit qu'aujourd'hui, la consommation en Europe, la consommation des ménages, a tendance à ralentir et elle s'est tassée sur les derniers mois. Alors, quand on parle de consommation, si on regarde la consommation simplement en volume, donc c'est-à-dire la quantité de biens et services que les consommateurs européens peuvent acheter, cette consommation se tasse, enfin elle est en déclin depuis le début de l'année 2022 à peu près. Ouais. En revanche, si on regarde sur la valeur de cette consommation, donc le prix que les consommateurs payent, on a eu plutôt une augmentation sur les dernières années, notamment à cause ou grâce, je ne sais pas trop. Avec l'effet inflation, bien sûr, l'illusion. Exactement, donc c'est l'effet prix qui va compenser l'effet volume. C'est pour ça que le secteur des paiements avait relativement bien tenu dans les derniers, en termes de croissance de chiffre d'affaires évidemment, sur les derniers trimestres. Cependant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour à la réalité aussi sur les attentes du marché. Aujourd'hui, le marché est en train de se rendre compte que l'excès d'épargne qui a été accumulé pendant le Covid ne sera pas dépensé en biens de consommation comme on avait pu le penser auparavant. Ouais. Par ailleurs, on voit aussi que les consommateurs se détournent des catégories de biens et de services qui sont les plus discrétionnaires. Donc pour être très concret, en fait, on va acheter un petit peu moins de loisirs et la part de notre budget qu'on va allouer à la nourriture, aux biens dont on a besoin dans la vie de tous les jours, va augmenter parce que leur prix augmente et qu'on a des arbitrages à faire, étant donné que les salaires sont encore, enfin l'indice des salaires est encore loin derrière l'indice des prix. Donc on a une perte de pouvoir d'achat chez les ménages en Europe. On a un mix qui est assez malsain au final pour la consommation, étant donné que l'inflation est en train de baisser. Ouais. Donc la valeur de la consommation devrait commencer à baisser également. Donc c'est ça en fait qui indique qui est un signal assez négatif pour le secteur des paiements. Donc ça c'est le deuxième aspect pour moi qui était assez conjoncturel et qui pourrait encore perdurer. Il y a un troisième aspect selon moi, c'est un aspect qui est un petit peu plus structurel et vous l'avez mentionné en introduction. Ça va être l'aspect qui va concerner une certaine commoditisation des services de paiement. En fait, on pourrait faire le parallèle avec les services de télécom par le passé. Aujourd'hui, on voit qu'on a une concurrence qui est accrue sur le secteur des paiements. On a des acteurs américains qui commencent à arriver notamment. On a une certaine forme de pression sur les prix, en fait une pression sur les commissions qui sont collectées par les prestataires de services de paiement. Et c'est-à-dire qu'on va avoir des pressions également sur le chiffre d'affaires et sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs. D'un côté, les multiples de valorisation. D'un autre, des éléments
conjoncturels et d'autres des éléments structurels qui font qu'aujourd'hui, le paiement n'est plus le darling des investisseurs. Sur la partie structurelle, ce qui m'intéresse, parce que moi j'ai vu arriver ces fintechs en bourse notamment, et je me souviens un peu du discours à l'époque, les banques allaient être complètement submergées, en tout cas pour leur division paiement, qui reste quand même une grosse activité encore aujourd'hui pour le secteur bancaire. Ces fintechs allaient submerger la partie paiement opérée par les banques. Dans le facteur structurel, il faut comprendre que les banques non seulement ont résisté et peut-être fait mieux que résister aussi sur ces activités de paiement, que la voie de l'externalisation massive de ces opérations est plus forcément l'option la plus évidente aujourd'hui? Alors effectivement, c'est vrai que le rationnel sur la relation avec les banques, sur l'externalisation des services des banques vers des PSP indépendants, c'était un élément qui était vraiment très important dans les discours avant les entreprises. C'était le cas d'investissement, c'était important dans le cas d'investissement. Absolument. Il y avait deux choses. Il y avait notamment la transition du cash vers les moyens de paiement digitaux et la consolidation dans le secteur bancaire. Parce qu'au final, ce dont on parle, c'est la consolidation du paiement auprès du secteur bancaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a eu historiquement pas mal de transactions qui ont été réalisées. Même en dehors du secteur bancaire, on avait de la consolidation aussi. On avait, notamment aux États-Unis, on a eu des très grosses transactions en 2019, notamment avec Global Payments, avec Fiserv, avec FIS. En Europe, on a aussi eu Worldline Ingenico. Et Six aussi, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. On a eu en Italie Nexi qui s'est rapproché à la fois de SIA et Nets également. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, plutôt industrielle de la consolidation. On l'a aussi vu dans les banques. Dans les banques, encore récemment, on a vu un Worldline racheter les activités de Sabadell notamment, de Nexi racheter des activités de Sabadell en Espagne. Worldline a effectué quasiment la même chose en Italie. Ils ont racheté des activités de paiement de chez Accepta, qui est une filiale de la BNP. Donc voilà, on a vu plusieurs transactions comme ça, où on a vu ce qu'on appelle des merchant books, donc c'est-à-dire des activités de paiement passées du secteur bancaire aux prestataires de services de paiement indépendants. Mais il se trouve que toutes les synergies qu'on espérait n'ont probablement pas été délivrées dans les mesures qu'on attendait. Et aujourd'hui, il semble que le secteur bancaire est un peu en train de changer son fusil d'épaule et réévalue sa copie. En fait, aujourd'hui, ce qui est devenu clair pour les banques, c'est que les activités de paiement sont une très bonne manière de s'adresser aux clients, notamment aux PME. Et le fait de vouloir conserver la relation commerciale qu'on a, de vouloir fournir des services de paiement en plus des services bancaires, qui par ailleurs ne nécessitent pas de capitaux propres, pour être honnête. Donc on a cette prise de conscience chez les banques. C'est un point de contact important. Absolument. C'est un point de contact qui n'est pas négligeable. Et les banques ont commencé à le prendre en considération. Et aujourd'hui, ce qu'on voit comme tendance émerger, c'est la formation de joint venture entre des PSP indépendants et des banques. Donc ça, c'est l'exemple du moment, Crédit Agricole Worldline. C'est ça que vous décrivez, Paul. Absolument. C'est l'exemple qui nous a été donné fin mi-2023, où Worldline va fusionner ses activités de paiement sous une joint venture avec celle du Crédit Agricole dans une structure qui sera dédiée à la France et qui sera distribuée par le Crédit Agricole. Donc on voit bien qu'ici, il y a un avantage pour les deux. Le Crédit Agricole qui garde la relation commerciale et qui va distribuer des produits Worldline qui, soit en plus de ça, ont une certaine forme de supériorité technologique qui permet à Crédit Agricole de ne pas surinvestir dans sa plateforme. Et par ailleurs, pour Worldline, pas de sortie de cash, donc qui montre une allocation du capital qui est un petit peu meilleure et qui montre bien que les synergies qu'on attendait par le passé n'ont pas forcément été délivrées dans le cadre des transactions qu'on a vues par le passé. Donc c'est de cette manière-là, selon vous, que le marché va se consolider aujourd'hui, plus que l'externalisation qu'on a pu voir des banques vers les opérateurs privés, ou même des consolidations entre acteurs privés industriels, ou est-ce que ça, c'est encore quelque chose de possible sur notre marché européen aujourd'hui, Paul ? Alors c'est une bonne question. Donc, sur la partie bancaire, effectivement, aujourd'hui on estime que c'est environ 45% des volumes de paiement européens qui transitent encore vers les banques. D'accord. Ça veut dire que théoriquement, on a encore de la matière pour consolider auprès des actifs qui sont détenus par les banques. Cependant, pour moi, c'est clairement le modèle des joint ventures qui devrait émerger. Je comprends. Pour les raisons que j'ai évoquées sur l'avantage en termes de capital et aussi la relation client. Donc c'est plutôt ça qu'il faudrait espérer pour moi. Après, je pense que ce que vous avez en tête, ce sera un rapprochement industriel entre Worldline et Nexi. Oui. Non, mais pourquoi pas. Oui, effectivement. Oui. C'est des opérations qui, j'imagine, ont circulé, ou en tout cas, on y a réfléchi quelque part. Évidemment, tout le monde se pose la question de l'impact que ça pourrait avoir. Je pense qu'à long terme, c'est une opération qu'on pourrait envisager, qui fait beaucoup de sens, évidemment, parce qu'avoir un seul acteur européen qui deviendrait hégémonique permettrait de
battre la concurrence assez facilement et notamment de faire face à des groupes américains qui pourraient arriver prochainement en Europe. Cependant, je pense qu'il faut beaucoup regarder dans les détails. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que sur le plan politique, on puisse arriver à un rapprochement des deux groupes. Alors Nexi, qui par ailleurs est détenu à 40% par un consortium de fonds de private equity, est également détenu en partie par la Caisse des dépôts italienne. D'accord. Et c'est le même cas avec Worldline, qui est détenu par la BPI à hauteur de quasiment 5%. D'accord. Donc je pense que pour une question politique, il est assez peu probable que les gouvernements des deux pays acceptent de voir la tête du fleuron national des paiements passer dans un pays ami, mais un pays voisin, on va dire. Bon, donc au minimum, c'est une vision très long terme qu'on peut avoir sur ce genre de rapprochement. Je reviens aussi sur un des aspects du warning de Worldline en fin d'année dernière, notamment sur ses activités avec les commerçants en ligne. Qui est quand même un marché, j'imagine, très important en développement pour ces acteurs privés. Et Worldline évoquait la montée générale du risque cyber, justement dans ces transactions menées avec certains commerçants en ligne. Vous suivez aussi justement la partie cyber chez Bryan Garnier, Paul. Est-ce qu'il y a là quelque chose de structurel ou un point d'attention en tout cas majeur pour des acteurs de paiement, j'imagine, qui se battent tous pour le marché du online, avec la montée en puissance très rapide de ce risque cyber ? C'est clair que le marché du online est un marché qui est extrêmement intéressant, qui croît à un rythme qui est quasiment 2 fois supérieur à celui du marché traditionnel, simplement parce que le e-commerce a tendance à prendre une part de nos dépenses plus importante que le commerce traditionnel. Donc effectivement, c'est un marché qui est très intéressant pour les PSP. C'est un marché qui n'est pas sans risque, parce qu'au moment où vous avez une transaction qui est effectuée, vous n'avez pas en face de vous votre client avec sa carte et vous ne pouvez pas vraiment l'identifier. Donc c'est un peu ça le problème qui est posé. Aujourd'hui, on voit qu'on a il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de générer des transactions frauduleuses pour s'accaparer des fonds de manière illicite. Cependant, on sait que c'est quand même un secteur sur le paiement où la prise de conscience du côté vraiment très sensible de ce genre d'activité a déjà été effectuée. Ouais. Et les dépenses IT liées à la sécurité, elles sont là aujourd'hui, elles sont en masse, elles correspondent à la nature du risque aujourd'hui, de ce point de vue-là. Et par ailleurs, on est sur un business dans le paiement, on est sur un business de traitement des données. Donc plus vous avez de données, plus vous avez accumulé un historique de transactions, plus vous êtes capable d'entraîner des modèles de machine learning pour détecter d'éventuelles transactions frauduleuses. Donc aujourd'hui, sur Worldline, c'était peut-être plus un risque un peu réglementaire qui a été imposé par le régulateur allemand, enfin par la BaFin, sur des transactions qui n'étaient pas nécessairement frauduleuses en tant que telles, mais qui représentaient un risque. Un risque. Voilà, c'était des transactions, par exemple, sur des sites qui n'étaient pas référencés sur des moteurs de recherche ou ce genre de choses. Ça avait coûté un peu quand même de chiffre d'affaires. Ça avait amputé quand même un peu le chiffre d'affaires de Worldline. Ça a clairement amputé le chiffre d'affaires de Worldline. D'ailleurs, sur les estimations de croissance qu'ils ont pour l'année prochaine, ça devrait amputer quasiment 2-3 points de croissance sur leur top line. Donc effectivement, c'était assez massif. Mais c'est un risque qui va être one-off. Une fois qu'on aura terminé ces contrats avec ces marchands potentiellement frauduleux, on ne sait pas qu'ils le sont, on aura une base plus saine pour recommencer. Une fois qu'on a dit ça, et pour conclure, Paul, dans les valeurs que vous suivez en Europe, est-ce qu'il y a un business model qui se détache pour vous, ou une asymétrie entre la valorisation et un business model, ou les perspectives d'un business model qui vous paraît plus intéressante qu'un autre ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le paiement traditionnel, donc je pense à Worldline ou à Nexi, on a des vélos qui sont extrêmement attractives. On est à moins de 10 fois en général les niveaux. C'est plus des fintech, quoi. C'est plus des sur le plan boursier. Sur ce plan-là, la valo pourrait être attractive, mais tant qu'on n'aura pas de retour de la consommation, ça me paraît difficile de jouer un retournement, une inversion de la vapeur sur ce genre d'actifs. En revanche, des acteurs comme Edenred, par exemple, qui ont un système de paiement qui fonctionne en boucle fermée, donc c'est-à-dire qui sont à la fois l'émetteur, le gestionnaire du réseau, mais aussi l'acquéreur de transactions, Edenred peut capter une plus grande partie de la valeur ajoutée au sein de son propre réseau. Par ailleurs, on va dire que la profondeur de l'offre commerciale d'Edenred leur permet de réaliser des ventes croisées, là où un Worldline ou un Nexi a beaucoup de mal à se différencier avec les services. Donc pour moi, des acteurs comme Edenred qui sont sur des marchés qui sont sous-pénétrés, qui sont en croissance et qui par ailleurs ont des capacités à faire du cross-selling et donc à délivrer de la croissance organique, pour moi, c'est ce type d'acteurs qu'il faudrait favoriser, même si les valorisations sont nécessairement un peu moins attractives. Bon, avec l'arrivée d'une nouvelle concurrence en bourse, la concurrence, elle existe.
existe déjà chez Sodexo, mais on a tous en tête que la division Pluxee, c'est ça, Exactement. sera mise en bourse dans les prochains mois, je crois, j'ai plus le calendrier en tête, Oui, mais c'est bientôt voilà, aussi, c'est oui. début 2024. Merci beaucoup Paul pour cet éclairage sur le secteur des paiements en Europe notamment, après 2 années très compliquées. Voilà, les enjeux 2024 sont dressés pour la suite. Paul Charpentier qui est avec nous, analyste chez Bryan Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.